Bonjour. Prévention des difficultés, entreprendre en toute sérénité. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Aumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire. Quand nous évoquons la prévention des difficultés, est-ce que l'on parle bien de l'homme clé ? On parle de l'homme clé, je vous le confirme, mais on ne parle pas que de l'homme clé, on parle également de d'autres notions comme l'assurance de la personne, le mandat de protection future, les régimes matrimoniaux. C'est quelque chose de beaucoup plus large, cette notion de prévention des difficultés. Alors, à quoi devons-nous faire attention ? Bien, j'allais dire, il y a plusieurs thématiques. En effet, le chef d'entreprise, il entreprend. L'entreprise va être essentiellement liée à sa personne, à son implication. Et donc, demain, il peut avoir un accident de la vie, comme ça arrive à tout le monde, une incapacité temporaire, un décès, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, il faut qu'il travaille sur ces thématiques en amont pour éviter que ces situations ne rendent impossible la gestion de l'entreprise et entraînent un blocage et un dépérissement de la valeur de l'entreprise. Alors, tout ça fait très peur. Comment se prémunir contre ces situations ? On a la chance, on a pas mal d'outils aujourd'hui en droit français qui permettent d'anticiper ce type de situation. J'en citerai 4. Les régimes matrimoniaux, l'assurance, on en a parlé très large, assurance homme-clé, la rente éducation, le mandat de protection future et bien entendu les règles de gouvernance sur l'entreprise. Alors, si on revient sur chacun d'entre eux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour bien comprendre l'impact et comment on gère tout ça ? Alors, premièrement, les régimes matrimoniaux. Tout chef d'entreprise qui est marié a un régime matrimonial, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont s'appliquer sur la gestion de son patrimoine. Il faut savoir que le conjoint de l'entrepreneur peut avoir des pouvoirs de gestion sur l'entreprise en cas d'incapacité de son conjoint. Donc ça veut dire que demain, en vertu des régimes matrimoniaux, le conjoint de l'entrepreneur peut prendre la main sur la gestion de l'entreprise sous contrôle du juge, bien entendu, puisque le juge va être là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviance et qu'il n'y ait pas de difficulté de gestion. Mais c'est un outil très précieux, le régime matrimonial. Alors, lequel conseillez-vous typiquement pour un entrepreneur aujourd'hui ? J'allais dire, s'il y avait un régime matrimonial idéal, on le saurait. Et il n'y aurait même plus de questions. Donc, par définition, un régime matrimonial doit répondre à des attentes, à des préoccupations, à un contexte. Et là, le contexte, ça va dépendre de l'audit et du cahier des charges du client. Très souvent, on a pour habitude de dire que le chef d'entreprise, il est marié sous un régime de séparation de biens. C'est pas faux, mais ça ne représente pas l'exclusivité. On a un certain nombre de chefs d'entreprise qui peuvent avoir un esprit communautaire ou des chefs d'entreprise qui deviennent chefs d'entreprise au cours de leur vie, à un moment donné, où ils sont déjà mariés depuis 10, 15 ou 20 ans et où ils sont mariés sous un régime de communauté. En soi, la communauté n'est pas bloquante. Alors, quels sont les autres outils que l'on peut aborder dans le cette deuxième prévention ? outil, on en a un petit peu parlé en introduction, c'est l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose de très précieux. C'est l'assurance homme-clé pour permettre à la société d'avoir les moyens de payer un dirigeant temporaire. C'est l'assurance décès pure qui va donner un capital à la famille. C'est la rente éducation qui va aussi permettre aux enfants d'avoir une rente pour faire face à leur éducation, à leurs études, aux frais de scolarité. Tous ces outils qui sont des outils assurantiels sont essentiels pour assurer le train de vie de la famille si demain l'entreprise n'est plus là pour alimenter cette famille. Mais on fait bien le distinguo entre l'assurance homme-clé pour l'entreprise qui va aider l'entreprise à franchir le cap et l'assurance décès qui, elle, va assurer la famille. Exactement, c'est deux choses très différentes. Il y a l'entreprise d'un côté qui va être aidée par l'assurance homme-clé et après il y a la temporaire décès ou la rente éducation qui va s'adresser à la famille du chef d'entreprise. On parle aussi d'un mandat de protection future. Alors le mandat de protection future, en effet, c'est un outil qui a maintenant quand même une dizaine d'années, qui date d'une loi de 2007, qui n'est pas encore très mise en pratique parce que c'est comme tout, il faut du recul des fois sur certaines lois et puis il est probablement perfectible. Mais néanmoins, pour un chef d'entreprise, le mandat de protection future est très précieux puisqu'il va permettre au chef d'entreprise de désigner par anticipation la personne qu'il entend voir comme gestionnaire de son entreprise. Demain, le chef d'entreprise a une incapacité temporaire par suite d'une opération, d'un accident de la vie. Qui va gérer son entreprise ? Comme on le dit, le conjoint peut être à même de gérer l'entreprise en vertu des règles du régime matrimonial, mais le conjoint n'a peut-être pas cette compétence. Eh bien, au travers du mandat de protection future, le chef d'entreprise va pouvoir désigner une tierce personne de confiance, ou même deux tierces personnes de confiance. On peut prévoir un mandat de protection future avec un collège de 2 ou 3 personnes qui, véritablement, auront été choisies par le chef d'entreprise. Alors là, on voit bien tout ça, mais après, il y a aussi une notion de gouvernance dans l'entreprise ? Alors en effet, il y a la règle de gouvernance. Le dirigeant, le gérant, le président de la SA ou de la SAS. Et là, ça, c'est une autre affaire, puisque là, par définition, il va falloir travailler sur ces règles de gouvernance et se dire si demain, le président ou le gérant n'a plus la capacité à exercer son mandat social, qui va exercer le mandat social ? Et là, on va faire appel au droit des sociétés
où on a dans la plupart des sociétés la possibilité d'organiser par anticipation la nomination d'un dirigeant substitutif ou successif qui viendrait à prendre ses fonctions en cas d'incapacité du dirigeant actuel. Tout ça pour éviter un blocage de l'entreprise. Il faut bien se rendre compte, c'est ça l'enjeu. Est-ce que vous pourriez nous résumer l'ensemble de ces outils que l'on mettrait à la disposition d'un entrepreneur, d'une société, justement pour faire face à ces problèmes que l'on peut rencontrer? Alors, si on résume, en effet, premièrement, on analyse le régime matrimonial du chef d'entreprise. Est-il marié, n'est-il pas marié? S'il est marié, sous quel régime? Deuxièmement, on regarde tous les aspects prévoyance, assurance. Et quand on dit assurance, c'est aussi tout ce qui est prévoyance santé, ça va de soi, c'est l'incapacité, c'est la rente en cas d'incapacité, c'est tous ces aspects. Donc il faut avoir un vrai volet assurantiel qui est essentiel. Ensuite, après, on a toutes les règles sur la gouvernance, comme on l'a dit, et après, on a les règles sur la gestion au quotidien de l'entreprise, l'exercice du droit de vote, par exemple, au sein d'une société. Et là, je pense que quand on a cette vision globale, on a une panoplie assez complète pour conseiller le chef d'entreprise de façon transversale. À quel moment est-ce qu'on doit se prémunir ou on doit préparer toutes ces choses qui nous font peur, qui nous gênent? J'allais dire le plus tôt possible quelque part, puisque à partir du moment où je crée mon entreprise, demain je suis chef d'entreprise, demain j'ai ma SRL, demain j'ai ma SAS, le risque peut se produire malheureusement après-demain. C'est vrai qu'en pratique, le chef d'entreprise, quand il commence son activité, il a la tête dans le guidon, il pense d'abord au développement de son entreprise, ce qui est essentiel, et c'est vrai que ces questions, des fois, interviennent dans un deuxième temps, mais j'allais dire le plus tôt possible, parce que c'est vraiment des choses qui sont essentielles, et comme on le sait tous, l'entreprise représente 80-90% du patrimoine du chef d'entreprise. Donc on voit bien que c'est l'élément central qui va faire vivre la famille. Donc en fait, on peut venir vous voir pour les statuts, le pacte d'actionnaires et toute cette partie prévention du risque. Bien entendu, on sera à même de rédiger toutes les conventions qui peuvent être en effet un aménagement statutaire, comme vous l'avez dit, un aménagement du pacte d'associés, parce qu'on peut avoir un chef d'entreprise qui va se retrouver par exemple avec des associés extérieurs, un fonds d'investissement, une banque, du private equity. Il va falloir rassurer tous ses partenaires. Et on va travailler en effet sur un pacte d'associés pour organiser justement des règles de gouvernance en cas de décès ou d'incapacité du dirigeant. Quel budget faut-il compter pour mettre en place une solution qui nous donne de la sérénité? J'allais dire, le budget, bien entendu, dépend de la complexité et du temps passé, puisque là, on est sur des honoraires de conseil. La rédaction des actes en elle-même, les actes ne sont pas très onéreux. Un mandat de protection future, c'est tarifé. De mémoire, c'est autour de 400 €. Modifier des statuts pour organiser la mise en place d'une gérance successive substitutive, c'est une assemblée générale extraordinaire, c'est quelques centaines d'euros. Donc j'allais dire, ce sont des actes qui sont peu onéreux. Le seul acte qui peut être un peu plus onéreux, c'est le changement de régime. Parce que quand on change de régime, il peut y avoir des impacts fiscaux, liquidation du régime de communauté pour passer en séparation de biens, il y a un droit de partage de 2,5%. Donc là, on peut être sur un acte un petit peu plus onéreux, un peu plus complexe. Mais globalement, j'allais dire, avec quelques milliers d'euros, le chef d'entreprise est parfaitement protégé. Donc on a intérêt quand même à venir vous voir le plus tôt possible pour en réduire le coût. Alors, autre chose, qu'est-ce qui rend le notaire aussi important dans tous ces actes de gestion? Qu'est-ce qui vous légitimise? J'allais dire, le notaire est connu pour sa compétence en matière de droit de la famille. Je pense que c'est un petit peu une compétence historique, un petit peu traditionnelle. Et là, on voit qu'on est au cœur à la fois de l'entreprise et du droit de la famille. Et le notaire va être là justement pour avoir cette vision un peu transversale famille et avec l'interaction de l'entreprise. Donc c'est la force du notaire, c'est d'avoir cette vision transversale du droit de la famille et du droit de l'entreprise, de façon justement à pouvoir avoir un conseil cohérent qui va mêler les deux. Aujourd'hui, on voit plutôt les notaires sur les aspects immobiliers. Qu'est-ce qui caractérise le notaire? Est-ce que vous avez une dimension supplémentaire dans la partie juridique aujourd'hui? Alors, en effet, le notaire est très connu pour la partie immobilière. C'est le domaine traditionnel du notariat. Mais à côté de ça, le notariat intervient sur le domaine de l'entreprise. Ici, on a des notaires qui sont spécialisés dans le domaine de l'entreprise. On peut aussi avoir des notaires qui sont spécialisés en droit rural, en urbanisme. Donc après, on est une profession très diverse, avec des compétences diverses, complémentaires. Et j'allais dire, le rôle, c'est justement de trouver le notaire qui va permettre de vous accompagner dans cette thématique. Est-ce que cela concerne tous les notaires ou une partie des notaires? Alors en effet, le notariat et les notaires vont progressivement vers une spécialisation, comme l'ont fait les avocats et un certain nombre de professions juridiques, parce qu'on voit bien que les problématiques sont plus complexes, et donc on a besoin de se spécialiser. Et aujourd'hui, on a en effet des notaires spécialisés sur le domaine de l'entreprise et de la famille. Il y a notamment un réseau qui est assez connu, qui est le réseau NCE, Notaire Conseil Entrepreneur, qui regroupe des notaires qui ont cette affinité, cette fibre, cette compétence.
Alors, qu'est-ce qui caractérise ce réseau NCE? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Alors, ce réseau regroupe environ, de mémoire, 150 notaires sur la France entière. Il apporte à la fois de la matière entre les notaires. On a un échange, on a une plateforme d'échange. On s'entraide entre notaires lorsqu'on a besoin d'avoir, par exemple, un point particulier sur lequel on veut valider. On fait des formations en interne. Et puis, ça permet aussi, j'allais dire, de collaborer entre plusieurs notaires sur des thématiques particulières de façon à véritablement apporter ce service, cette valeur ajoutée aux clients. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment la passerelle entre le personnel et le professionnel. C'est comme ça que vous vous positionnez? C'est exactement ça. Voilà, on est la passerelle entre le professionnel et le personnel. Et on essaye justement d'avoir cette vision transversale. Parce que comme on l'a vu, le professionnel est une chose, mais le patrimoine professionnel rejaillit directement sur le patrimoine personnel. Donc on ne peut pas raisonner sur l'un sans raisonner sur l'autre. Aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite s'informer, comment est-ce qu'il vous contacte? J'allais dire, il a plusieurs possibilités. Internet notamment, réseaux sociaux, Internet. Il a tout un tas d'informations. Il y a un site des notaires de France. Il y a un site NCE, comme je le disais. Donc il peut aussi aller chercher de la matière là-dessus. Il a la liste des notaires qui sont spécialisés sur ces thématiques. Donc j'allais dire, on a la chance d'avoir un accès à l'information aujourd'hui très simple avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les sites Internet. Donc normalement, l'information et les professionnels compétents, on les trouve. Et puis après, c'est le bouche à oreille aussi, comme on le sait. Alors, est-ce qu'on peut résumer en disant à nos chefs d'entreprise, pour durer, il est nécessaire d'anticiper avec les notaires? Pour durer, il est nécessaire d'anticiper avec les notaires. Ça, j'en suis convaincu. Frédéric Caumont, je vous remercie. Merci pour vous.